Bien, écoutez, bienvenue à tous pour cette conférence sur le général Montcalm. Alors, je vais vous parler d'une figure importante de l'histoire de la Nouvelle-France, qui est donc à la fois un représentant de la noblesse d'épée, mais d'une famille aussi qui a été une famille de la noblesse d'Europe. On pourrait dire aussi un homme d'honneur au service de son roi. On peut dire aussi un stratège assez redouté à son époque. Et puis surtout, il a symbolisé, jusque dans sa mort, l'ultime résistance de la Nouvelle-France face à l'expansion britannique. Donc on peut dire qu'il a marqué les derniers moments de la souveraineté française en Amérique du Nord. Donc un territoire qui s'appelle la Nouvelle-France. Alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce terme, ça désigne en fait toutes les possessions continentales françaises en Amérique du Nord qui allaient du Saint-Laurent jusqu'au Mississippi. Donc c'est de la ville de Québec et même de la péninsule de Gaspésie jusqu'au Grand Lac et jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Donc c'est vraiment un territoire très important. Et Montcalm va être chargé de le défendre jusqu'à lui-même en perdre la vie, puisque vous savez qu'il se fait tuer à Québec pour cela. Alors je vais vous parler un petit peu de ce personnage qui, vous voyez ici, vous avez un portrait qui a été peint par un peintre québécois qui s'appelle Théophile Hamel et qui l'a peint lui-même d'après un autre portrait, puisque Théophile Hamel a vécu au XIXe siècle. Et vous voyez, Montcalm a une prestance qui montre son appartenance à une famille qui a l'habitude en fait de se battre pour défendre son royaume et pour son roi. Alors il appartient à une ancienne famille de la noblesse d'Europe, comme j'expliquais tout à l'heure, et d'épée. Le nom de Montcalm est originaire du Rouergue. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le Rouergue, c'est le département à peu près de l'Aveyron. Il a à son nom accolé le nom Gozon, c'est ce qui fait qu'on l'appelle toujours de Montcalm Gozon. Gozon, c'est, si vous voulez, le complément de son nom, ça vient du mariage d'un de ses ancêtres, Louis de Montcalm, avec Marthe de Gozon. Marthe de Gozon étant la dernière représentante de la famille de Gozon. Elle avait demandé comme dernier souhait que, d'accord, elle laissait son héritage, mais qu'en échange, il fallait qu'on accole le nom Gozon au nom de Montcalm. Donc ça fait de Montcalm Gozon. Et déjà, Montcalm avait un ancêtre plus lointain qui avait épousé une femme Gozon déjà. Et cet ancêtre plus lointain, il faisait partie de l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Et il avait été réputé à son époque avoir tué un dragon qui dévastait l'île de Rhodes. Et c'est pour ça que les armoiries de la famille Montcalm, elles sont souvent encadrées d'un dragon et avec également une devise que j'expliquerai juste après. Il faut savoir que la famille Montcalm est également seigneur de Saint-Véran. C'est pour ça qu'on appelle souvent Montcalm Monsieur de Saint-Véran. Et également donc seigneur de Gozon. Tout cela, ça se trouve dans le département de l'Aveyron. Également, parfois dans celui du Tarn, il y a aussi des petites seigneuries qui appartiennent à Montcalm. Alors je vous lis un petit peu l'intitulé des armoiries de Montcalm. Aux 1 et 4 d'azur, à 3 colonnes d'argent, becquets et membrés de gueule, aux 2 et 3 de sable, à la tour sommée de 3 tourelles d'argent, donc ça c'est Montcalm. Au 4e de gueule, à la bande d'azur bordée d'argent et une bordure couponnée de billettes d'argent, ça c'est Gozon. Donc vous voyez, on retrouve ici par exemple ces armoiries dans la ville de Québec, à l'endroit où est enterré, où est inhumé Montcalm. Il y a un mausolée qui a été fait, j'en parlerai tout à l'heure, en 2001. Et on trouve donc les armoiries qui sont juste à l'entrée du mausolée.
Alors la devise de Montcalm, c'est « Mon innocence est ma forteresse ». Vous voyez, donc cette devise, on la retrouve un petit peu partout. Et il faut savoir que le nom de famille complet de Montcalm-Gozon est utilisé dans tous les actes paroissiaux, dans tous les actes d'état civil jusqu'au XXe siècle, puisque la famille est éteinte aujourd'hui, me semble-t-il, mais elle est les derniers représentants de la famille de Montcalm-Gozon ont vécu jusqu'au début du XXe siècle. Donc on est dans une famille qui a perduré assez longtemps. Alors Montcalm qui nous intéresse aujourd'hui, qui s'appelle Louis-Joseph, il est né dans un château qui s'appelle le château de Candiac. Ça se trouve dans le diocèse de Nîmes, donc près de la ville de Nîmes, dans l'actuel département du Gard. C'est pas très loin de la Camargue. Et le château donc, natal de Candiac se trouve en fait dans la province royale du Languedoc. Donc on a affaire à une personnalité du sud. C'est vraiment une personnalité du sud de la France, une famille originaire donc, de cette région, je vous ai dit du Rouergue, mais qui ont acquis donc, ce château de Candiac. Alors Louis-Joseph, il est né le 28 février 1712 au château de Candiac. Et le château de Candiac appartient alors à l'époque à une paroisse qui s'appelle Vauvert, qui se trouve à 3 km à peu près du château. Et donc ici, c'est le registre de la paroisse de Vauvert, où on vous indique, donc l'acte de baptême de Montcalm se trouve en bas à droite sur cette image. Donc je vous le lis parce que c'est pas forcément facile à lire comme ça, surtout que l'acte en lui-même, vous voyez, il est un petit peu abîmé à certains endroits parce que je pense qu'il a été beaucoup étudié par des historiens respectifs. Donc là, maintenant vous savez que les registres comme ça sont numérisés, mais avant, eh bien, il passait de main en main, donc forcément, ça faisait des fois quelques dégâts. Donc je vous le lis, l'an 1712, le 6e mars, Joseph-Louis de Montcalm, fils de Messire Louis-Daniel de Montcalm, seigneur de Saint-Véran et autres lieux, et de dame Marie-Thérèse de Castellane, a été baptisé dans l'église de Vauvert. Étant né le 28e du mois dernier, son parrain a été Messire Joseph Mathias de Castellane, marquis d'Ampu, qui est son grand-père maternel, sa marraine, Madame Marie de Guillaumont, dame de Vaux, présent Louis Saporta, et Messire Joseph-François Castellane, qui est son oncle maternel, sous-signé avec messieurs le père, le parrain et madame la marraine, par moi, Vincent Curé. Donc vous voyez, ça c'est le premier document qui atteste eh bien, de la vie de Louis-Joseph Montcalm, c'est-à-dire son acte de baptême. Alors, son éducation, elle est très soignée. Il a une formation classique. Il a une formation d'apprentissage des métiers des armes. Il a une très forte appétence pour la littérature. Il aime beaucoup le latin et le grec. Et notamment, Montcalm a une grande sœur et 3 frères. Et il a un petit frère qui est particulièrement doué en latin. Vraiment, tout le monde est impressionné de cela. Il s'appelle Jean-Louis de Montcalm-Gozon. Alors, malheureusement, lui, il meurt très jeune, il meurt à l'âge de 7 ans. Mais avant l'âge de 7 ans, il avait déjà commencé à lire le latin. Et donc, tout le monde était impressionné de ce don pour cela. Alors, très rapidement, eh bien, Louis-Joseph de Montcalm entre dans l'armée, puisque c'est sa vocation, puisqu'il fait partie d'une famille de la noblesse d'épée. Il rentre dans le régiment de Hainaut, et il va participer à de nombreuses campagnes en Europe, notamment pendant plusieurs guerres qui ont lieu sous le règne de Louis XV, la guerre de succession de Pologne. Il va servir en Rhénanie, notamment sous les ordres du maréchal de Saxe. Et puis, il va aussi participer à la guerre de succession d'Autriche, où il va combattre à Prague et en Italie. Et il va être blessé, assez gravement quand même, le 19 juillet 1747, alors qu'il est dans le régiment d'Auxerrois, au combat de Plaisance et de l'Assiette, c'est Assietta, c'est dans le Piémont, une bataille absolument désastreuse qui fait 5000 morts côté français, c'est pas rien, pour une seule bataille, et qui aboutit en plus à une déroute assez importante
Je ne sais pas si vous connaissez le chevalier de Belle-Île, hein, il se fait tuer à ce moment-là aussi. Donc vous voyez, Montcalm a connu à la fois des grandes heures de bataille, mais aussi évidemment des difficultés avec des batailles particulièrement meurtrières. Alors, il se trouve que la famille Montcalm est basée, donc je vous ai dit, il est né au château de Candiac, il y va souvent, mais ils vont surtout s'installer dans la grande ville voisine. Et quelle est la grande ville voisine? C'est Montpellier. Donc Montpellier est vraiment une ville un peu stratégique pour Montcalm, puisqu'il s'installe dans cet hôtel particulier qui existe toujours, qui est dans le centre de Montpellier, dans le vieux Montpellier. Mais auparavant, il s'est marié en 1736, le 3 octobre, en l'église Saint-Sulpice à Paris. Il a épousé Angélique Louise Talon. Alors pour les amateurs de la Nouvelle-France et du Québec, évidemment ce nom vous rappellera quelque chose, puisqu'il s'agit du nom de Jean Talon, qui était l'intendant de Nouvelle-France quelques années auparavant, à l'époque de Frontenac. Et il se trouve que l'épouse de Montcalm, c'est la cousine de Jean Talon, vous voyez. Et ce ne sera pas la seule connexion entre toutes ces personnes qui s'occupent de la Nouvelle-France. Alors le couple a au moins 6 enfants, j'en ai trouvé 6 en tous les cas dans les registres qui ont survécu. Plusieurs sont nés sur le territoire de la paroisse Sainte-Anne de Montpellier, où le couple possède donc cet hôtel particulier. Et l'hôtel de Montcalm, qui est rue de l'Ancien Courrier, a appartenu à la famille jusqu'au XIXe siècle. Il y a un deuxième hôtel de Montcalm à Montpellier qui est plus récent, qui date du XIXe siècle. Alors il est reconnu pour son courage, pour sa discipline, pour sa loyauté envers le roi, et donc évidemment il va gravir les échelons, puisqu'il va devenir colonel le 6 mars 1743 dans le régiment d'infanterie d'Auxerrois, puis brigadier d'infanterie le 20 mars 1747, et maître de camp d'un régiment de cavalerie le 15 mars 1749, un régiment qui va céder à son fils quand il va partir au Canada. Et puis, le 21 avril 1743, il est fait chevalier de l'ordre de Saint-Louis par le roi Louis XV. Alors c'est Louis XV qui a créé le plus de chevaliers de Saint-Louis. Hein, c'est un ordre royal, à ne pas confondre avec l'ordre du Saint-Esprit, qui est plus ancien et encore plus prestigieux. Celui-là, c'est un ordre qui a été créé en 1693 par Louis XIV. Donc voilà une croix de Saint-Louis. Alors celle-ci, elle date du règne de Louis XVI, mais bon, c'était à peu près la même sous le règne de Louis XV. Vous voyez, d'un côté, vous avez Ludovicus Magnus Instituit sur le côté, je ne sais pas si vous voyez en bas à gauche, avec la date de 1693. Et de l'autre côté, il y a écrit Bellica Virtutis Praemium, avec une devise, oui, entourant autour de 4 fleurs de lys et un ruban rouge. Donc évidemment, cet ordre, ce chevalier de l'ordre de Saint-Louis, ça donne à Montcalm un statut tout à fait important au niveau de la hiérarchie et au niveau du roi. Alors, vous le savez, la Nouvelle-France, c'est un territoire en Amérique du Nord qui compte à peu près 60 000 habitants sur plusieurs millions de kilomètres carrés. À côté, vous avez les 13 colonies anglaises, les futurs États-Unis, qui comptent environ 2 millions d'habitants. Donc évidemment, entre 2 millions et 60 000, le rapport de force, il n'est pas du tout en faveur des Français. Mais les Français, ils ont un avantage en Nouvelle-France, c'est qu'ils sont très enracinés dans cette terre, et surtout, ils ont de fortes relations et amitiés avec les Amérindiens. Et notamment, les alliances amérindiennes font que les Français sont des grands connaisseurs du terrain, sont des gens de terrain. Seulement, les guerres reprennent en Nouvelle-France. Alors, elles n'ont pas vraiment repris depuis l'époque de Frontenac. Frontenac, c'était le gouverneur à la fin du XVIIe siècle, et en 1690, Frontenac avait repoussé une attaque anglaise contre Québec. Mais là, on est dans les années 1750, et arrive une guerre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la guerre de 7 ans, qui va durer de 1756 à 1763,
crois, vous voyez, elle dure bien 7 ans. Mais en fait, elle dure un peu plus que 7 ans, puisqu'en Amérique du Nord, elle commence en 1754. Les Américains l'appellent French and Indian War, ce qui n'a pas vraiment une traduction très satisfaisante. Ça voudrait dire peut-être guerre contre les Indiens et les Français. En tous les cas, c'est une guerre qui va être une guerre vraiment, j'allais dire quasiment totale, entre le pouvoir anglais et américain, parce que je précise qu'à l'époque, ça concerne aussi les Américains qui seront pourtant nos alliés 20 ans plus tard, et ensuite, eh bien, les Français. Alors, il se trouve que Montcalm est appelé par le roi en 1756. Il a à l'époque 44 ans. Et il est appelé à Versailles. Et vous voyez sur cette lettre, eh bien, Louis XV donne à Montcalm le commandement des troupes françaises de Nouvelle-France. Alors, il a donc des instructions et notamment, il doit remplacer son collègue qui vient de se faire prisonnier par les Anglais. Il s'appelle Diesco et il a été fait prisonnier par les Anglais. Donc il devient maréchal de camp, il reçoit des instructions et le 14 mars 1756, eh bien là donc c'est une autre lettre où Louis XV donne des pouvoirs importants à Montcalm, eh bien il quitte Versailles pour se rendre donc en Nouvelle-France afin de reprendre les opérations militaires contre les Anglais. Alors, où se fait l'embarquement? L'embarquement se fait dans la ville de Brest. Vous savez que quand c'était, par exemple, Frontenac, c'était plutôt La Rochelle. Là, il s'agit d'un embarquement militaire. Donc, cela se fait à Brest. Donc, voilà la rade de Brest, où Montcalm va embarquer avec plusieurs personnalités importantes dans l'histoire de la Nouvelle-France. Vous avez le colonel Louis-Antoine de Bougainville. Vous connaissez peut-être Bougainville, puisque c'est un grand navigateur français. Et Louis-Antoine de Bougainville a combattu en Nouvelle-France. Hein, c'est pas forcément connu, mais il a été l'une des personnes qui a coopéré avec Montcalm. Il y a également François-Gaston de Lévis, qu'on appelle le Chevalier de Lévis, qui a donné son nom à la ville qui est en face de Québec, qui s'appelle donc Lévis. Ce nom, ça vient d'une petite ville qui se trouve à côté de Versailles, qui s'appelle Lévis-Saint-Nom. Et puis, vous avez également le colonel François-Charles de Bourlamaque, qui va lui aussi embarquer à Brest. Alors, à Brest, vous avez également 2 régiments, le régiment de la Sarre et le régiment du Royal Roussillon, environ 1200 hommes. Vous voyez, il y a quand même un petit peu de moyens, même si c'est très faible par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Et les 3 vaisseaux s'appellent le Héros, le Léopard et l'Illustre. Donc ceux-là vont embarquer les militaires, tandis que Montcalm monte à bord de la Licorne avec son état-major, et les autres montent à bord de la Sauvage et de la Sirène. Donc il y a quand même 6 vaisseaux qui partent de Brest à ce moment-là. Le départ de Brest a lieu le 3 avril 1756. La traversée se passe plutôt bien. On arrive 5 semaines plus tard de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc, avant d'embarquer, on a Bougainville qui écrit une lettre à son frère, qui est en date du 29 mars 1756, où il la date justement de la rade de Brest. Alors, avant d'arriver dans la ville de Québec, Montcalm se méfie, il fait quand même attention parce que les Anglais, évidemment, interceptent très souvent des bateaux français. Et eh bien, il va descendre au Cap Tourment, qui est donc un petit peu avant d'arriver à Québec, et il va s'imprégner un peu du mode de vie du pays. Il va également se rendre à Montréal, et là, il va voir qu'il se trouve dans une colonie peuplée, notamment de Français, devenus des Canadiens, puisqu'ils sont très enracinés dans la terre de Nouvelle-France. Et il voit donc à quel point la colonie est menacée par les ambitions donc impérialistes et territoriales de la Grande-Bretagne. Alors il doit travailler à ce moment-là avec le gouverneur général de la Nouvelle-France, qui s'appelle Pierre de Rigaud de Vaudreuil, qui est gouverneur à Québec depuis 1755. C'est le premier gouverneur de la Nouvelle-France à être né en Nouvelle-France. Vous voyez, il est né à Montréal. Et donc Montcalm, eh bien, il va beaucoup discuter avec lui parce qu'en fait, ils ne sont pas d'accord sur un certain nombre de choses.
Montcalm, lui, c'est un militaire français de France qui a une stratégie plutôt européenne. Il préfère les guerres classiques avec des batailles rangées, des sièges méthodiques. Tandis que Vaudreuil, Rigaud de Vaudreuil, de son côté, qui lui a l'habitude du Canada et de ce qu'on appelle la petite guerre, qui avait déjà été utilisée sur Frontenac contre les Iroquois et les Anglais, eh bien, il préfère la guerre d'embuscade. Vous voyez, s'appuyer sur des tactiques amérindiennes qui lui semblent plus adaptées au terrain de l'Amérique du Nord. Alors, il y a donc des divergences, il y a peu de moyens, parce que vous le savez, la France n'est pas unie, ça, nous ne sommes pas l'Angleterre, et donc nous avons des frontières terrestres à défendre, et il se trouve que la métropole envoie très très peu de moyens en Amérique du Nord. On va beaucoup se battre, notamment en Pologne, pour une question de Silésie, qui concerne donc à la fois la Prusse, l'Autriche et la Pologne, qui objectivement ne nous regarde pas, mais qui mobilise le gros de nos troupes. Donc en fait, pendant qu'on va se battre pour la Silésie qui ne nous concerne pas, on n'envoie pas les renforts nécessaires pour étoffer l'armée en Nouvelle-France. Donc Montcalm, évidemment, les attend, mais ça ne l'empêche pas, et ça c'est important de le souligner parce qu'on voit toujours la guerre de 7 ans comme une succession de défaites, mais il y a aussi des victoires, notamment, alors là je vous montre juste un portrait de Pierre de Rigaud de Vaudreuil, qui est donc dans son costume de gouverneur général de la Nouvelle-France. Je rappelle qu'un gouverneur général, c'est quelqu'un qui représente le roi de France, et puis il a avec lui un intendant. Et la première bataille, c'est la bataille de Fort Oswego, qui a lieu près des Grands Lacs. Vous voyez les Grands Lacs, qui sont aujourd'hui à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Vous avez ici le lac Ontario, d'un côté Fort Frontenac, de l'autre côté Oswego, et donc il va y avoir une bataille entre les Français et les Britanniques. Donc Montcalm arrive à Fort Frontenac en 1756, le 29 juillet. Vous voyez, il n'a pas perdu de temps. Il est parti de Brest, il a fait 5 semaines de traversée, et hop, très rapidement, il arrive dans le vif du sujet. L'assaut débute le 10 août contre Fort Oswego, qui était un ex-fort français, qui s'appelait Fort Chouagouel, et qui était devenu entre-temps un fort britannique, avec une planification hyper rigoureuse, ainsi que ses alliés autochtones, amérindiens. Il va forcer la reddition de plus de 1500 soldats britanniques en 4 jours. Et donc évidemment, cette victoire de Fort Oswego est plutôt de bon augure, parce que les Amérindiens, eux, pensent que si les Anglais perdent la guerre, ils vont enfin leur rendre les terres qu'ils leur ont prises. Donc finalement, les Français sont contents, les Amérindiens sont contents, et au début, ça se passe plutôt bien. Ensuite, il y a une deuxième opération qui va avoir lieu en 1757 au fort William Henry. Vous voyez sur la carte, c'est tout à droite, c'est au bout du lac Champlain. Et pareil, un siège qui va être assez efficace. Les Français vont avoir le dessus. Le problème, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir empêcher les Amérindiens de massacrer une partie des prisonniers britanniques. Et alors, évidemment, les Anglais vont s'en servir énormément comme propagande, et ça va avoir une influence sur l'image de Montcalm, qui n'a pas su, entre guillemets, tenir ses troupes. Et c'est ce siège de Fort William Henry qui va inspirer le célèbre film Le Dernier des Mohicans, que vous avez peut-être vu, avec une musique extraordinaire. Et donc, ce siège qui se passe donc, au début de la guerre de 7 ans. Et puis, on a enfin la bataille de Fort Carillon. Alors, la bataille de Fort Carillon, c'est l'apogée, évidemment, de la présence de Montcalm au Québec, enfin en Nouvelle-France, puisque Montcalm a environ 3000 hommes avec lui, et ils sont face à environ 15 000 Britanniques. Alors, je rappelle que Britanniques, ça comprend à la fois les Anglais d'Angleterre, qui, comme nous, il y a les Français de France, mais il y a aussi les Anglais d'Amérique du Nord, qui là, eux, sont extrêmement nombreux. Et donc, à ce moment-là, il y a un général qui s'appelle James Abercrombie, et en fait, il va, lui, se battre contre Montcalm. Alors, à ce moment-là, eh bien, c'est une victoire spectaculaire pour Montcalm,
qui va lui donner donc un avantage. Et la bataille de Fort-Carillon, comme le montre ce dessin, cette image, on voit donc les Français en train de célébrer cette victoire. L'idée, c'est vraiment de ne pas perdre le lien entre la Louisiane et le Québec. Donc, tout le réseau de forts en Nouvelle-France, entre les Grands Lacs, le Saint-Laurent, tout en haut de la carte, et tout en bas, vous avez le Mississippi, eh bien, évidemment, il ne faut pas perdre ce lien. Mais, à ce moment-là, la situation, il y a un tournant, parce que, tout d'abord, les renforts venus de France sont extrêmement rares. Les Français de France n'envoient que quelques vaisseaux pour la Nouvelle-France. Ils en enverront entre 10 et 15 fois plus pour la guerre d'indépendance américaine. Et donc, on est là dans des moyens qui sont assez faibles. En plus, les Anglais parviennent à occuper Fort Frontenac, qui est une place stratégique. Et évidemment, cette occupation anglaise de Fort Frontenac aurait fortement déplu à celui qui a donné son nom à ce fort, parce que, évidemment, c'est lui qui avait donc repoussé les Anglais de Québec. Et d'autre part, il y a une vraie coupure, vous voyez. Alors en plus, donc, les Britanniques. Alors, le rapport de force, c'est à peu près 1 contre 10 au niveau français, 1, Britannique 10. Et à ce moment-là, eh bien, ils prennent un autre fort qui s'appelle Fort Duquesne, qu'ils vont rebaptiser Pittsburgh. Vous connaissez peut-être, c'est une ville qui se trouve en Pennsylvanie, qui va prendre le nom de William Pitt, qui est un ministre anglais. Mais vous avez le Fort Duquesne, qui va être, si vous voulez, le verrou, qui va lui aussi tomber dans les mains des Anglais. Donc à ce moment-là, eh bien, les défaites vont se succéder. Alors déjà en 1754, George Washington avait échoué. Je rappelle que George Washington, c'est le premier président des États-Unis, mais tout le monde oublie qu'avant d'être notre allié pendant la guerre d'indépendance, il a été d'abord un ennemi des Français. Et il se définissait comme étant anglais, il ne se définissait pas comme étant américain au départ. Et il avait donc essayé de battre justement les Français vers Fort Duquesne, avec en plus une affaire assez curieuse, d'assassinat d'un officier français qui s'appelait Joseph Coulon de Villiers. Oui, parce que en fait, c'est parce que là, ici, il s'agit d'une carte qui a été établie par un universitaire américain et qui est une carte assez parlante sur la localisation des forts, parce qu'elle permet surtout de voir à quel point il y a une sorte de verrou entre la Nouvelle-France et la Louisiane, et en fait de voir tout d'un coup que ce verrou est en train de sauter. Et donc à ce moment-là, la bataille de Fort-Carillon, comme je l'ai dit, c'est le dernier verrou qui résiste. Et ensuite, vous voyez ici, par exemple, on est à Fort-Niagara, et là, vous avez donc une porte qui s'appelle la Porte des 5 Nations, qui a l'emblème de la couronne de France, et qui va lui aussi tomber à ce moment-là. Alors, les Anglais bénéficient du volontarisme de William Pitt, c'est le ministre anglais, qui dit la phrase célèbre « Nous devons déclarer la guerre à la France ». Donc, à ce moment-là, la guerre devient absolue, massive, et surtout, eh bien, ce qui va être visé, c'est bien sûr la ville de Québec, qui est la capitale de la Nouvelle-France. Alors, la ville de Québec se trouve sur un promontoire qui domine le Saint-Laurent. C'est la capitale de la Nouvelle-France. Et là, les Anglais vont bombarder sans relâche Québec. Il va y avoir beaucoup de destruction. Montcalm est retranché. Il attend de pouvoir attaquer. Et évidemment, il espère d'abord user l'ennemi. Donc, il veut gagner du temps pour que l'ennemi se fatigue. Et ensuite, il espère que des renforts vont arriver. Mais les renforts, en fait, ne vont pas arriver. Comme vous savez, ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Je sais que les gens qui
sont adeptes de Napoléon se rappellent de Blücher et de Grouchy, bah là on est un petit peu dans la même situation. C'est-à-dire que Montcalm attend les renforts de Bougainville, mais Bougainville n'arrive pas à temps, ce qui fait que les Anglais débarquent à Lens-au-Foulon, au pied des falaises de Québec, et les soldats britanniques vont se déployer le long des plaines d'Abraham. C'est un terrain qui se trouve pas très loin du vieux Québec et qui porte son nom d'un des premiers Français qui habitaient là, qui s'appelait Abraham Martin et qui était arrivé en Nouvelle-France en 1620. Alors, contre l'avis du gouverneur, Vaudreuil, Montcalm décide d'engager immédiatement la bataille. Et le problème, c'est qu'évidemment, comme ils sont en infériorité numérique, la bataille se transforme en une véritable déroute qui dure à peu près 30 minutes. Donc c'est pas beaucoup pour une bataille qui a soi-disant réglé les rapports de force en Amérique. En fait, c'est une bataille assez brève, même si on va voir que c'est pas la dernière. Et Montcalm, surtout, eh bien, le 13 septembre 1759, il est mortellement blessé pendant la bataille, avec un éclat de mitraille. Et le général anglais, qui s'appelle Wolfe, lui aussi est blessé. Les deux, en fait, sont tués. Wolfe meurt sur le coup, et Montcalm meurt le lendemain. Il attend le lendemain pour mourir, le 14 septembre. Selon des témoignages, il aurait dit « Je suis heureux de ne pas survivre à la perte de la ville, je ne verrai pas les Anglais rentrer dans Québec ». Ça, c'est une phrase peut-être légendaire, mais qui a été beaucoup écrite à son sujet. Et le général Montcalm, vous voyez, sa mort, elle sera représentée plusieurs fois de manière romantique, vous voyez, grandiloquente. Le général Montcalm qui est en train de s'écrouler, et à qui on va ensuite donner les derniers sacrements. Vous constatez, vous voyez, l'accablement des Français. Et puis vous avez également les alliés autochtones, les alliés amérindiens qui sont là. On le retrouve dans plusieurs livres. Vous voyez ici, par exemple, c'est dans un livre. Cette gravure se trouve dans un livre, non pas du 19e siècle, mais de l'époque de Louis XVI, juste avant la Révolution. Vous voyez, un livre d'histoire de France où on va déjà représenter un certain nombre de faits importants de l'histoire de France, et notamment, donc, ici, la mort de Montcalm. Alors, Montcalm, eh bien, il est inhumé le même jour, le 14 septembre, dans une fosse dans les ruines de l'église des Ursulines de Québec, comme le montre cet acte de sépulture qui se trouve dans le registre de la paroisse de Notre-Dame de Québec. Je vous le lis rapidement. L'an 1759, le 14e du mois de septembre, a été inhumé dans l'église des Révérentes Ursulines de Québec, haut et puissant seigneur Louis-Joseph Marquis de Montcalm, lieutenant général des armées du roi, commandeur de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, commandant en chef des troupes de terre en Amérique septentrionale, décédé le même jour de ses blessures au combat de la veille, muni des sacrements, qu'il a reçus avec beaucoup de piété et de religion. Étaient présents à son inhumation messieurs Roche, Cugnet et Collet, chanoines de la cathédrale, monsieur de Ramsay, commandant de la place, et tout le corps officier. Donc l'acte mentionne qu'assistent à l'inhumation plusieurs frères chanoines de la cathédrale de Québec, ainsi que Jean-Baptiste Nicolas Roch de Ramsay, qui était un officier français et un des signataires de la capitulation de Québec après donc la fin de la bataille le 18 septembre 1759. Cet acte demande expressément aux Anglais de respecter les civils et de respecter la religion catholique. Puis Vaudreuil va ensuite annoncer au roi, c'est la lettre que je vous affiche ici, la prise de Québec. Et évidemment, c'est quelque part un des derniers actes du pouvoir souverain français en Nouvelle-France, donc en 1759. Alors les opérations militaires ne sont toutefois pas terminées, puisqu'il y a une tentative de reprise le 28 avril 1760 par le chevalier de Lévis, qui avait, vous vous rappelez, embarqué à Brest avec Montcalm. Et en plus, il connaît bien Montcalm, puisqu'il se trouve que le chevalier de Lévis a une nièce qui a épousé un fils de Montcalm. Donc en fait, ils se connaissent bien par ailleurs. Et évidemment, le chevalier de Lévis, lui, il ne se résout pas à cette défaite. Et donc, il va continuer à se battre en Nouvelle-France
avec la dernière victoire remportée en Nouvelle-France par les Français, qui s'appelle la bataille de Sainte-Foy en 1760. Mais les renforts sont bien sûr insuffisants. Le gouvernement français n'envoie quasiment aucun renfort. Et finalement, eh bien, le 10 février 1763, on signe le traité probablement le plus catastrophique que la France ait jamais signé, qui s'appelle le traité de Paris, de 10 février 1763, qui fait suite à la prise de Montréal en 1760. Et pourtant, tout n'était pas perdu, puisque je vous ai parlé aussi d'un autre officier qui s'appelait Bourlamaque, qui est monté dans un des bateaux à Brest, et lui fait un rapport en 1760 où il explique que la Nouvelle-France, certes, il faut faire des réformes, il y a des frontières plus précises, etc., mais elle n'est pas perdue du tout. Donc, finalement, c'est un choix politique qui fait, voilà, le roi est influencé par un certain nombre de ministres et de différentes personnes qui l'influencent sur ce sujet. Et d'autre part, quand la France apporte une aide 20 ans plus tard pour l'indépendance des États-Unis, vous savez qu'à ce moment-là, la France est victorieuse. Alors non seulement elle envoie au moins 5 fois plus de soldats, mais elle envoie aussi à peu près le double ou le triple de bateaux. Donc là, vous savez que cette guerre d'indépendance américaine nous a coûté extrêmement cher, puisqu'on dit que l'endettement du royaume vient de là. Et quand la France, quand les Anglais capitulent et que la France signe le traité de Versailles et de Paris, qui donne l'indépendance aux États-Unis, elle ne récupère pas la Nouvelle-France. C'est-à-dire que les Français de Nouvelle-France restent sous souveraineté anglaise, alors que les ex-anglais deviennent, eux, américains et indépendants. Alors donc, à ce moment-là, alors là, évidemment, on sort du cadre de Montcalm. Montcalm, lui, il est déjà décédé, donc en 1759. Et, si vous voulez, sa mort va lui donner, donc, comme je vous l'ai dit à l'instant, un côté un petit peu romantique à l'idée qu'il soit mort en plus en même temps que le général anglais. Et donc, le général anglais, lui, il est ramené en Angleterre, le corps du général anglais est ramené en Angleterre, tandis que celui de Montcalm est enterré dans l'église des Ursulines de Québec, ce que je vous disais à l'instant. Et puis, on va donc lui faire ceci. Ça s'appelle un mausolée qui se trouve dans le cimetière de l'hôpital général de Québec. Et ce mausolée ce transfert a été fait en 2001, donc ça ne fait pas si longtemps, il y a eu une coopération du Souvenir français, donc qui s'occupe de tout ce qui est sépulture militaire, etc., vous savez peut-être, et la commission de la capitale nationale de la ville de Québec. Et donc on va transférer ces cendres de la chapelle des Ursulines jusque donc, au mausolée du cimetière de Québec. À ce moment-là, Montcalm, alors il va y avoir une cérémonie, évidemment, et surtout, très rapidement, dès son époque, Montcalm va symboliser un petit peu cette perte du pays. Alors il va y avoir des tentatives par les Canadiens d'associer Wolfe et Montcalm pour contenter à la fois les francophones et les anglophones. Donc il va y avoir des rues Wolfe-Montcalm. On va également faire une colonne Wolfe-Montcalm. Évidemment, personne n'est dupe. Les deux n'étaient pas amis, loin de là. Et puis, on va également donc lui donner le nom de Montcalm à un certain nombre de rues, notamment donc, au Canada et au Québec, il y a beaucoup de rues Montcalm. Il y en a une aussi dans le 18e arrondissement de Paris, qui a été nommée comme ça au 19e siècle. Et puis, dans sa ville natale, à Vestric et Candiac, donc je vous ai dit, il est né au château de Candiac, on va trouver une place Montcalm. Et vous voyez, c'est la photo qui est à droite. Vous avez ici une statue qui représente donc, le général Montcalm et qui a été faite par Gaston Bouzanquet, qui a voulu faire une réplique de cette statue. Ça date de 1910 à peu près, une réplique de cette statue pour la ville de Québec. Donc vous voyez sur la gauche, vous avez la statue identique qui se trouve aujourd'hui dans la ville de Québec et qui représente donc le général Montcalm qui va jusqu'à la mort pour se battre pour la Nouvelle-France. Sur le socle, on peut lire à Montcalm, 1712-1759, la France, le Canada.
Alors on trouve également à Montpellier, je vous parlais tout à l'heure de l'hôtel de Montcalm, celui du vieux Montpellier, on trouve cette plaque qui a été apposée aussi. C'est d'ici que partit le 6 février 1756 le marquis de Montcalm pour défendre avec gloire le Canada et trouver une mort héroïque sous les murs de Québec le 14 septembre 1759. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, on a quand même un certain nombre de lieux qui ont mis en valeur ce militaire français. Et puis, on lui a donné aussi, on a donné son nom à un célèbre croiseur de l'armée française qui s'appelait Le Montcalm, qui a été mis en service en 1937, démantelé en 1969. Il a fait la Seconde Guerre mondiale, le croiseur Montcalm. Et puis, alors pour parler évidemment de la figure que beaucoup ici admirent fortement, qui est le général de Gaulle, je suis obligé de citer le général de Gaulle, puisque le général de Gaulle, il a toujours montré beaucoup d'intérêt pour l'histoire de la France en Amérique, vous connaissez ça par cœur. Et on raconte qu'en 1913, alors qu'il est âgé de 23 ans, il est sous-lieutenant et il est chargé de prononcer une conférence devant ses camarades. Alors le général de Gaulle, qui est donc pétri d'histoire de France, qui a, vous savez, le général de Gaulle disait « Je me suis toujours fait une certaine idée de la France ». Donc en fait, évidemment, ça se basait aussi sur les grands personnages de l'histoire. Et alors il avait choisi 3 héros, selon lui, de l'histoire de France. Alors les 2 premiers, ça ne va pas vous étonner, Jeanne d'Arc et Bertrand du Guesclin. Donc logique, hein, ces 2 personnages interviennent dans une période où la France est vraiment dans un état assez grave. Et le 3e personnage qu'il a choisi, et bien vous l'aurez compris, c'est le marquis de Montcalm. Donc pour le futur chef de la France libre, eh bien, qui était donc ce fin connaisseur de l'histoire de France, Louis XV, enfin il y avait la dette de Louis XV, hein, c'est ce qu'il dira quand il ira faire son célèbre discours où il dit « Vive le Québec libre » en 1967. Et pour lui, je cite, « Montcalm est un personnage dont le sublime amour pour la patrie le fit héroïque. » Fin de la citation. Vous voyez, donc le général de Gaulle avait une admiration particulière pour le général Montcalm. Alors, en conclusion, je dirais que Louis-Joseph de Montcalm, il incarne à la fois l'idéal d'un soldat fidèle à son roi, fidèle à sa mission, qui arrive à se battre quand tout est perdu. Je rappelle que le rapport de force était extrêmement défavorable aux Français, donc il fallait quand même être motivé pour accepter cette mission. Sa mort annonce la fin de la Nouvelle-France, évidemment. Elle annonce aussi cette fin tragique. Hein. Et puis, Montcalm symbolise aussi donc, ce manque de moyens, ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux moyens que le gouvernement français va mettre pour la guerre d'indépendance américaine. Et évidemment, c'est un des grands mystères de l'histoire de France. Pourquoi la France, finalement, officielle, s'est-elle si peu investie pour garder la Nouvelle-France? Alors, on en donne toujours des tas de raisons avec les Antilles, etc. Mais bon, c'est quand même, dans ce cas-là, les Anglais, c'était la même chose. Ils avaient aussi des îles aux Antilles. Et d'autre part, voilà, finalement, c'est un mystère, ce manque de moyens. En tous les cas, Montcalm symbolise vraiment ce grand officier, ce grand militaire français à l'ancienne, eh bien, qui va, même au-delà des mers, se battre pour défendre à la fois son royaume et son roi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Bien, je remercie Nicolas Prévost pour cette excellente conférence sur ce personnage emblématique de la Nouvelle-France, qui est